Vendredi, nous sommes le 10 juillet 2020. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre programme et bienvenue dans votre émission Covid-19. À vos questions ce soir, nous allons débattre avec notre invité ce thème. Quelles précautions avant l'ouverture des frontières dans l'espace CEDEAO, UEMOA et autres? Notre invité, Dr Kwame Togbe, il est médecin de santé publique, coordonnateur du programme national des maladies tropicales négligées au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Bonsoir, docteur, et merci d'être là. Bonsoir. Alors, c'est quoi d'abord? On veut mieux comprendre une maladie tropicale négligée. Alors, merci à la télévision New World TV et merci particulièrement à vous pour nous accorder cette émission. Alors, les maladies tropicales négligées constituent un groupe de maladies, une vingtaine de maladies groupées, identifiées par l'OMS comme étant des maladies essentiellement liées à la pauvreté, qui affectent environ 1 milliard de personnes dans le monde entier. Ce sont des maladies parasitaires, bactériennes et mycologiques. Alors, ces maladies sont souvent source d'infirmité, de défiguration. Alors, je vais donner quelques exemples rapidement. L'onchocercose, par exemple, ou cécité des rivières, vous en avez sûrement entendu parler. Oui. Cette maladie qui rend les gens aveugles. L'onchocercose, malheureusement, existe toujours. D'autres maladies comme la lèpre, par exemple, ou encore l'ulcère de Buruli. Alors, le nom de tropical négligé vient du fait que pendant très longtemps, ces maladies n'ont pas eu la même attention des partenaires et des décideurs, comme d'autres maladies, comme le VIH, par exemple, le paludisme ou la tuberculose. La tuberculose, coqueluche, c'est comme ça. Voilà. Merci bien pour ces explications. On veut mieux cerner un peu ce que ça signifie. C'est pourquoi j'ai posé la question. Nous allons aborder notre thème qui nous intéresse ce soir. Quelles précautions avant l'ouverture des frontières d'entrée de jeu? Comment appréciez-vous, bien sûr, l'évolution de la pandémie dans la sous-région, dans tout son ensemble? Nous sommes actuellement en juillet et ça fait donc environ 5 mois que la pandémie a atterri sur le sol africain. Et en Afrique de l'Ouest, je crois que les premiers pays touchés en Afrique étaient le Nigeria et le Ghana. Alors, depuis février jusqu'à maintenant, selon les statistiques officielles publiées par l'Organisation ouest africaine de la santé, oui, on note plus de 92 000 cas confirmés, avec 54 000 cas guéris. 54 000 cas guéris, 36 000 cas qui sont toujours actifs et plus de 1500 morts. Donc, de façon globale, nous pouvons dire que l'Afrique, quand bien même ayant des moyens très limités en termes de riposte contre les épidémies, a quand même s'en sort très bien et probablement dû au fait que nous avons appris assez de leçons de la gestion des épidémies passées. On a comme impression que les pays africains s'en sortent plus ou moins bien, mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que certains pays sont plus touchés que d'autres? Par exemple, si nous prenons le Togo comparé au Ghana ou au Bénin, Bénin comparé au Nigeria. Alors, en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les 3 pays les plus touchés. Ce sont des pays qui ont au moins 10 000 cas confirmés, avec le Nigeria en tête, bien sûr, avec plus de 30 000 cas et plus de 600 décès. Alors, les pays qui s'en sortent mieux sont par ordre de performance croissante, le Libéria, le Togo et la Gambie, qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, a eu seulement une 60aine de cas avec 3 décès.
On parle aussi du Niger, hein, donc on parle aussi du Niger à côté. Mais en fait, ce sont les 3 pays les moins touchés. Les moins touchés, ok. Oui, en Afrique de l'Ouest, les moins touchés. Le Niger est plus touché que ces 3 pays, selon les statistiques qui sont publiées par l'Organisation ouest africaine de la santé. De la santé. Donc, je disais en fait qu'il faut vraiment relativiser ces chiffres parce que tous les pays n'ont pas la même population. Le Nigeria, avec près de 200 millions d'habitants, par exemple, ne saurait être comparé avec Lagos, la Gambie, avec 2 millions. C'est beaucoup. Lagos est à elle seule à 20 millions d'habitants dépassés. Voilà, c'est une ville. Hein, mais... Voilà, donc plus de peut-être 2,5 fois plus d'habitants qu'au Togo. Oui. Ok. Alors, la situation au Togo est-elle finalement maîtrisée ou comment? Puisque les chiffres qu'on a ces derniers temps ne sont pas aussi alarmants. Hein. Quelques cas, on a toujours comme impression que le cas des guéris dépasse largement que les cas des contaminés. Oui, au Togo, à la date d'hier, 9 juillet, on dénombrait 704 cas confirmés, avec 483 cas guéris et 206 cas actifs. Alors, en matière d'épidémiologie, on ne saurait dire que l'épidémie est maîtrisée. Mais pour l'instant, on peut se permettre de dire que l'épidémie est contrôlée. Cela est prouvé par la stabilité qu'on a eue depuis au moins un mois, où nous ne notons que des cas sporadiques. Donc, il y a plus, en général, c'est entre 5 et 10 cas confirmés par jour. Donc, on peut se féliciter d'avoir mis la maladie sous contrôle pour le moment, ce qui nous a permis quand même d'aller vers un allègement progressif des mesures mises en place. L'allègement mis en place, enfin, qui a été fait depuis un certain moment, dans les jours qui viennent, sinon les heures qui viennent, on va assister aussi à l'ouverture des lieux de culte. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment sous contrôle ou on peut encore enregistrer des cas qui vont faire augmenter ou bien faire évoluer la courbe d'une façon ascendante? La stratégie, adoptée actuellement ne saurait être figée. Alors, elle va évoluer en fonction de l'évolution du nombre de cas. Donc, par exemple, on a assisté à la réouverture des écoles. Jusqu'ici, quand même, tout va bien. Ce sera la même chose pour les lieux de culte qui seront très prochainement réouverts. Donc, tant que les mesures barrières prescrites sont vraiment respectées, on ne court pas un très grand risque. Mais des prédictions, on ne pourrait faire des prédictions à ce moment précis. On espère quand même que les populations, grâce à leur contribution, pourront aider le pays à maintenir cette stabilité. On parle aussi de la reprise des cours dans le supérieur en présentiel. Est-ce que c'est possible quand on sait qu'à l'université de Lomé, par exemple, pour celui qui fait la FASEG, on est à plus de 2000 étudiants pour la première année. Comment ça va être fait, peut-être pour éviter la contamination? Il y aura certainement beaucoup de leçons apprises de la réouverture des classes au niveau du primaire, par exemple, ou bien au niveau du collège et du lycée. Alors, cela a été fait avec une réadaptation, c'est-à-dire ce n'est pas le même nombre d'élèves que nous avons généralement dans les classes qu'on a aujourd'hui. Alors, ce sera la même situation pour le niveau universitaire. Même s'il y a reprise des cours, on ne pourrait quand même pas se permettre d'avoir le même effectif. Il y aura des réarrangements qui seront faits pour pouvoir permettre
aux élèves ou bien aux enseignants de continuer par respecter les différentes mesures barrières, notamment la distanciation sociale et autres. Mais ça va pas être chose aisée, hein. L'effectif grimpe au Pas jour du le tout, jour. pas du tout. C'est un sacrifice qu'il va falloir faire. Et aussi, s'ils arrivent à former de petits groupes d'étudiants, je crois quand même que par des systèmes de rotation, Pour les écoles, oui, peut-être. tout le monde, même pour les universités, ce serait quand même possible de pouvoir faire une rotation pour le présentiel. Pour le présentiel. Merci bien pour ces explications. On parle bien sûr de l'ouverture des frontières au sein de l'espace CEDEAO et ça va être concrétisé dans les jours qui viennent. Mais est-ce que ça ne va pas compliquer la situation épidémiologique dans l'espace quand on sait qu'on est à plus d'une dizaine de pays dans l'espace CEDEAO? C'est vrai que la réouverture des frontières va permettre le mouvement de personnes. Alors, et ce sont ces personnes qui font circuler le virus. Oui. Au même moment, nous devons retenir que la relance des activités économiques est importante. Et tant que cela se fera dans le respect d'un certain nombre de mesures, tout devrait aller bien. Alors, il faudrait quand même que la réouverture soit faite de manière progressive et coordonnée entre les États et avec un partage d'informations en temps réel quand même. Les États pourront réajuster très rapidement leurs différentes stratégies. Mais, les réalités dans les pays sont bien sûr différentes. Quand on prend la locomotive de l'espace CEDEAO, je veux parler bien sûr du Nigeria, la population elle est dense et le commerce aussi dans le pays fait tellement qu'il y a des mouvements qui se font dans la côte ouest africaine. Comment ça va être fait? Le filtre au niveau des frontières, est-ce que les tests seront systématiques? On aura les résultats en même temps pour s'assurer que telle personne ne traîne pas Corona avec elle, ou comment ça va être fait concrètement? C'est vrai, vous avez parfaitement raison sur ce point. Au niveau des frontières, il va quand même falloir renforcer le dispositif de contrôle en termes de personnel qui assure la surveillance épidémiologique au niveau de ces frontières. Alors, bien évidemment, les mesures devraient être prises pour s'assurer qu'on arrive à détecter à temps les personnes porteurs de ce virus. Il y aura des mesures minimum, comme par exemple la prise de température, mais on nous serait aussi limité juste à la prise de température, parce que une simple prise de température ne pourrait quand même pas nous permettre de confirmer si un sujet est infecté ou pas. Alors, à la question de savoir s'il y aura des tests qui pourront permettre de savoir si la personne est infectée à l'instant T, je crois que la technologie disponible actuellement permet au moins d'avoir des tests les résultats du test dans un délai d'environ 24 heures. Donc, pour l'instant, on ne pourra que se contenter de cela. Néanmoins, on pourrait quand même mettre en place d'autres systèmes de suivi des personnes qui traversent les frontières. Et pour cela, par exemple, on aura vraiment besoin de la coopération des usagers des frontières, parce que ces personnes devraient se rendre vraiment disponibles pour communiquer avec elles, faire un suivi très rapproché et en cas de qu'est-ce qu'il y a, aider les autorités sanitaires à pouvoir limiter une éventuelle propagation dans le cas où ces personnes seraient vraiment infectées. On sait que quand le Togo a enregistré des cas en une semaine, on était autour de 100 cas contaminés il y a environ un mois et demi. C'est parce que les autres pays ont déconfiné dans la sous-région. On parle souvent du Ghana et quand on parle bien sûr de la CEDEAO, l'effectif souvent c'est ces pays-là. Mais est-ce que les gens ne seront pas tentés d'emprunter des frontières, de voies détournées?
il faut dire que les gens l'ont déjà fait. Ce oui, n'est pas que les par gens exemple, seront pour tentés. la capitale Lomé, Lomé est une capitale qui est située carrément sur une frontière. Et les allers-retours au niveau du Ghana, les villages frontaliers de la capitale, c'est Oui, vite fait. Hein? nos frontières sont, les frontières de nos États sont assez poreuses. C'est très facile d'utiliser les points d'entrée Oui. illégaux. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il faut quand même qu'on s'accorde sur un certain nombre de points d'entrée officiels. Je crois que les discussions sont en train d'évoluer en ce sens parce qu'il faudrait que ce soit les points d'entrée autorisés pour pouvoir permettre aux personnes affectées au contrôle de cette maladie de pouvoir faire une surveillance assez stricte. Alors, ce serait l'occasion pour moi d'éduquer les populations pour qu'elles comprennent en fait le bien fondé du pourquoi elles ne devaient pas s'adonner à de telles pratiques et également inviter les forces de l'ordre qui sont assurées d'assurer le respect de cette mesure, de les inviter à plus de rigueur. Parfait. Les mesures barrières envisagées seront-elles vraiment suffisantes pour contenir la vague là? Quand on parle des mesures barrières au niveau des frontières et autres, ça va les mesures barrières que nous adoptons aujourd'hui sont toujours les mêmes qui ont été utilisées pour d'autres maladies à coronavirus. Donc, ces mêmes mesures ont toujours fait leur preuve. Donc, comprenons donc par là que, en ce qui concerne les mesures, elles demeurent toujours efficaces. Le point d'interrogation se trouve au niveau du comportement des populations qui doivent changer de comportement. Alors, ces mêmes mesures ont fait leur preuve il y a cela des décennies, quand il y a eu d'autres épidémies, d'autres maladies à coronavirus en Asie. Il y a cela en Asie, en Arabie Saoudite par exemple, ou en Chine. Donc, ces mesures barrières ont permis quand même au pays de contenir et de vaincre la maladie au bout d'un certain nombre de mois. Les mesures barrières au niveau des frontières, oui, mais ça va être un peu bizarre de demander à quelqu'un, ou bien les gens qui peut-être s'apprêtent à franchir la frontière d'Arplao, par exemple, on leur demande de laver les mains, tout ça là. Et quand ils sont en nombre, ça va être un peu coriace. Hein? Ce ne serait quand même pas facile à mettre en œuvre, mais pas impossible. Je crois que cela nécessite un travail de sensibilisation assez solide pour expliquer aux populations pourquoi on leur demande cela. D'ailleurs, je crois quand même que tous les pays jusqu'ici ont fait assez de sensibilisation sur ces mesures barrières. Donc, ces mesures ne devraient plus être quelque chose de nouveau pour qui que ce soit à la date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir, redéfinir carrément la stratégie concernant ces mesures barrières, quand on sait que à l'entame de cette maladie en Afrique, on a parlé du lavage de mains systématique, port de masque, distanciation, tout c'est dans le creux du coude. Mais après quelques temps, on a senti un relâchement. Hein. On a senti carrément un relâchement. C'est vrai qu'il y a un relâchement observé par endroits dans nos différents pays. Même que ce soit à Lomé, on voit toujours des personnes qui ne prennent pas au sérieux le port de masque. Donc, je crois quand même qu'un travail essentiel a été déjà fait et est en train d'être fait. C'est cette sensibilisation au changement de comportement dont j'ai parlé quelques instants. Les populations devront quand même comprendre que quelles que soient les mesures mises en place par nos différents gouvernements, si nos populations ne contribuent pas, quand je parle de contribution, je veux
parler du simple fait que ces populations doivent adopter ces mesures, cela approprié. Il faudrait que ces populations s'approprient cette lutte. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas arriver assez rapidement à bout de cette maladie. Enfin, faut-il aller vers l'harmonisation des plans de riposte au niveau régional? On peut le faire avec l'OAS ou comment? Avec, je ne sais pas. C'est vrai que les 15 pays de la CEDEAO n'ont pas les mêmes réalités. Les 15 pays n'ont pas les mêmes capacités à gérer une épidémie. D'autres, par exemple, ont plus d'expérience. Des pays comme la Guinée, par exemple, ont plus d'expérience, ou la Sierra Leone, parce qu'elles ont eu à faire avec Ebola oui. il y a de cela quelques années. Mais je dirais qu'il faudrait quand même que les pays s'accordent sur un certain nombre de lignes directrices qu'ils devraient adopter et qu'ils devraient adopter pour harmoniser ces luttes. Bien sûr que ça ne devrait pas être du copier-coller pour tout le monde. Ce sera en fonction des réalités de chaque pays. En fonction des réalités de chaque pays, comment ça peut être fait quand on sait que c'est un ensemble, hein? Quand c'est un ensemble, l'espace CEDEAO et UMOA, pratiquement, c'est un ensemble dans tout. On sait que celui-là qui est au Togo, c'est facile pour lui de faire des allers-retours au Ghana, par exemple au Bénin, au Burkina. L'adapter selon les réalités du pays, ou carrément voir les pays qui ont plus ou moins le même système de riposte et l'accorder. Il y a déjà assez de travail qui est fait de façon transfrontalière dans des pays comme le Togo et le Ghana, par exemple. Je parle de la frontière d'Aplao. Les trafics qui jusqu'ici sont autorisés, les conducteurs ou bien les usagers des frontières sont soumis à un certain nombre de règles. Par exemple, le contrôle systématique de leur température. Il y a un certain nombre de questions qu'on leur pose sur leur état de santé durant les 14 derniers jours. Donc, ces pays peuvent toujours créer un système de partage d'informations pour suivre très près, de très près les personnes suspectes d'avoir été infectées, ou bien les personnes à risque pour cette maladie. On parle aussi de ces conducteurs-là qui jouent à des jeux dangereux, en prenant dans des camions et autres des personnes pour traverser les frontières. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut procéder carrément à une sensibilisation au niveau des deux pays, ou bien il faut revoir la stratégie de contrôle qui a été mise en place par la cellule de riposte et la FOSAP? Malheureusement, quel que soit ce qu'on aura à dire aux populations, je crois quand même qu'il y a certains qui joueront au plus malin. Alors, il faudrait quand même qu'il y ait des sanctions à un moment donné, parce que sans sanctions, je crois que ce serait très facile pour les gens. Donc, il faudrait qu'il y ait des sanctions vraiment définies pour faire comprendre aux gens que le respect de ces mesures est non seulement dans leur intérêt individuel, mais dans l'intérêt de toute la population de tout le pays. Lors de la gestion d'autres épidémies, il y a de cela des siècles, des épidémies comme le choléra, par exemple, on a fait comprendre aux gens que l'intérêt de la nation dépasse leur simple ego. Alors, il y a eu même des gens qui ont été enfermés pour non-respect des dispositions mises en place à l'époque. Donc, on peut en arriver là, hein, au Togo, hein?
Si les gens déconnent, ils ne respectent pas, on peut quand même leur appliquer Non, les tests. oui, le non-respect des dispositions mises en place est passible d'une amende. Si vous prenez par exemple le cas des marchés au Togo actuellement, toute violation des dispositions mises en place, par exemple le non-respect du port de masque, est passible d'une amende. Donc je crois que l'amende varie entre 3 000 et 50 000 francs pour une première violation. C'est vraiment contrôlé tout ça là. Il vous est arrivé quand même de faire un petit tour dans certains marchés de la capitale ou à l'intérieur du pays? Il se passe beaucoup de choses, hein? À mon niveau, non. Mais je crois quand même que les tests sont là. Les tests sont là et les tests seront appliqués. Donc, je ne doute pas que ces mesures seront, je veux dire, ces sanctions, je ne doute pas que cette sanction soit appliquée. Mais c'est difficile à contrôler quand vous prenez, par exemple, certains marchés de Lomé, de Grand Lomé. Ça laisse beaucoup à désirer. Entre-temps, j'ai eu à entendre que certains maires ont pris certaines décisions pour pouvoir mieux contenir certaines situations. Vous prenez le marché d'Adaolato, c'est un peu délicat, hein, le grand marché de Région-Aoué, à Dogomé, à Goué et autres, c'est un peu délicat. Hein. Surtout quand on sort un peu du centre-ville, les marchés qui sont autour, dans la périphérie de la ville, là, c'est un peu délicat. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Des marchés comme le grand marché de Lomé, par exemple, du fait que ce n'est pas un marché qui soit clôturé, ça pose déjà un souci. Un problème. Un problème, ça pose déjà un souci. Dans tous les cas, on ne pourrait sanctionner tout le monde. Mais les quelques contrevenants qu'on aura à prendre la main dans le sac devront quand même être punis selon la loi en vigueur. On parle, entre-temps, il y a un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui disait que toute personne qui fait un déplacement hors du Togo doit être, ou bien qui vient du Togo, enfin, qui vient de notre pays, qui entre dans le Togo, doit être mise en quarantaine. Et puis, est-ce qu'avec l'ouverture des frontières, cette disposition-là sera toujours gardée ou des choses vont évoluer? Et aussi les frais de prise en charge, hein? C'est vrai que pour le moment, ce qui se fait au niveau de la frontière aérienne, au niveau de l'aéroport, je crois que les choses ont quand même évolué. Hein. Il y a plus de mise en quarantaine systématique. Je crois que les choses ont un peu évolué dans le sens que les personnes à destination de Lomé seront quand même soumis systématiquement aux tests une fois à leur arrivée à l'aéroport. Et ces mêmes personnes sont tenues d'installer une application, l'application TogoSafe, sur leur téléphone, une application qui permettra de les suivre quand même, d'avoir... c'est disponible, cette application-là? Oui, l'application TogoSafe est disponible. Je crois quand même pour le moment, ça devait être disponible pour les systèmes Android. En ce qui concerne les autres systèmes, je ne suis pas très sûr. Mais... une fois que l'application est installée et activée, elle devra être maintenue active pendant toute la durée du séjour, au moins 30 jours après l'entrée dans le pays. En ce qui concerne les frontières terrestres, je ne pense pas que ce même niveau de contrôle-là soit vraiment très, très, très faisable. Oui. Les discussions évoluent toujours et ce qui est sûr, on trouvera un système adapté à cette situation spéciale. Alors, pour cette application dont vous parlez il y a quelques secondes là, comment ça fonctionne? Ça permet de tracer la personne ou comment? Oui, je crois quand même que... comme vous l'avez dit, ça devait fonctionner avec le système de GPS pour pouvoir en fait savoir où se trouve la personne à l'instant T
au préalable, avant d'installer l'application, bien avant de venir au Togo, les voyageurs doivent remplir un certain nombre d'informations, doivent remplir en ligne un formulaire qui collecte un certain nombre d'informations sur eux pour pouvoir permettre de les suivre en cas de besoin. Alors, les personnes qui ne pourront pas ou bien qui ne voudront pas installer cette application et l'utiliser, je crois que ces personnes seront mises en quatorzaine. Donc, je crois que le choix est laissé entre utiliser l'application et être obligé d'être mis en quatorzaine jusqu'à ce que tout soit beaucoup plus clair par rapport à l'état sanitaire. Quand on parle bien sûr de ces mesures, on a tendance à citer l'aéroport et les frontières terrestres. Qu'est-ce qui est fait au niveau du port autonome de Lomé? Est-ce qu'il y a ces contrôles-là qui se font également ou comment est-ce que ça se passe là-bas? Les mesures dont nous parlons, en fait, ça s'applique en fait à toutes les frontières. Oui. Je veux dire, toutes les frontières sont prises en compte, que ce soit les frontières aériennes, terrestres ou maritimes. Il y a quand même un certain nombre de changements ou bien un certain nombre de nouvelles mesures à adopter au niveau de ces frontières. Malheureusement, je n'ai pas assez d'informations sur le cas des frontières maritimes. On aura la chance prochainement d'avoir quelqu'un du port autonome de Lomé pour nous éclairer davantage sur cette question. Cette émission, c'est aussi le regard de l'invité sur les chiffres qui ont été publiés la veille de cette émission. On marque une pause, le jingle, on retrouve juste derrière pour en débattre. Le 9 juillet 2020 au Togo, la situation se présente comme suit, plus précisément à 19h50 selon les chiffres publiés par le site d'information officiel du gouvernement togolais. 206 cas actifs, 483 cas guéris pour 15 décès et 704 cas confirmés. 34 101 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national, 4,42 tests pour 1000 personnes et 9,13 pour 100 000 personnes. Ces 14 derniers jours et une petite précision pour dire que 9 des 500 8 personnes testées sont positives, portant le nombre total des cas positifs à 704. Ces 9 personnes dont les âges sont compris entre 3 et 38 ans se répartissent comme suit. Ici, cas parmi les contacts, 2 femmes et 2 garçons dans le district de Golfe à Lomé, un homme dans le district 5 à Lomé, un homme à Agoué et un homme à Agoué. 2 cas parmi les voyageurs, une femme à Tchévier dans le district de Zion et une autre femme à Tandjouaré. Un cas parmi les suspects, une femme dans le district 1 de Lomé. 8 nouveaux patients ont été guéris de Covid-19, portant à 483 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Voilà un peu le tableau de la date de 9 juillet 2020. Ce qui veut dire que dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas péril à la demeure. Depuis plus d'un mois quand même, il y a cette accalmie. On recense moins, on enregistre moins de cas confirmés. Alors, contrairement à ce qu'il y avait eu il y a cela plus d'un mois. C'était la panique. Pendant 2 semaines, quand même, on avait vu une montée exponentielle là, du nombre de cas confirmés. Donc, je crois que pour le moment, la maladie est beaucoup plus sous contrôle. 483 cas guéris, c'est beaucoup, hein? 483 cas, ça peut sembler beaucoup. Si on s'en tient juste
à ce chiffre absolu, je crois qu'il faut quand même relativiser les choses. Oui. Alors, 483 guéris sur 704 cas confirmés, je crois que ça doit donner au moins deux tiers. Deux tiers de cas guéris. Donc, je crois que c'est une belle performance à encourager. D'ailleurs, le Togo, comme la Gambie, le Togo, la Gambie, comme je le disais un peu plus tôt, sont les deux pays les moins touchés quand on se limite juste à ces chiffres absolus. Alors, c'est toujours avec de la chloroquine, l'azithromycine que le miracle est fait, hein? Est opéré en matière de guérison au Togo. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Le traitement de base est fait d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Nous avons eu des résultats encourageants, ce qui a encouragé le ministère, ce qui a motivé le ministère à continuer dans cette lancée, malgré des avis divergents sur le choix de ce traitement. Qu'en est-il, bien sûr, du produit malgache Covid Organics? C'est vrai que... Entre-temps, vous en avez eu une cinquantaine de boîtes. Oui. C'est toujours un essai ou comment? Oui, il y a eu un lot qui est arrivé au Togo et bien évidemment, avant d'autoriser tout médicament à être utilisé sur un marché, il faudrait quand même le tester. Donc, ce qui est en train d'être fait actuellement, on attend toujours les résultats de ces tests. Mais je crois que ces dernières semaines, la situation a un peu évolué de manière négative au Madagascar. C'est ce qu'on est confiné. Hein? Voilà. Donc, on ne peut quand même pas se limiter à un simple traitement. Il faudrait, même si le traitement est efficace, il faudrait quand même l'accompagner avec des mesures de restriction, par exemple. Docteur Kwame Togbe, médecin de santé publique. Vous êtes aussi coordonnateur du programme national des maladies tropicales négligées au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On est en saison pluvieuse dans la plupart des pays de la sous-région ouest africaine. Quand on parle bien sûr de la saison pluvieuse, on sait ce que c'est dans ces pays-là et les maladies. Comment on peut juguler la situation avec Covid-19 et puis paludisme et autres maladies qui font peut-être partie de votre domaine d'action. Oui. Je crois quand même que la saison pluvieuse au Togo et ailleurs, régulièrement, généralement avec une montée du nombre de cas de paludisme. Je crois que mon confrère du programme de lutte contre le paludisme, par exemple, actuellement mène un certain nombre d'activités sur le terrain, notamment la distribution de moustiquaires sur toute l'étendue du territoire. Ça a déjà commencé? Je crois que ça devrait commencer au cours de ce mois de juillet. Je crois quand même que les prérequis sont en train d'être faits actuellement. Alors, on a, au tout début de la maladie, on a eu tendance à oublier un peu les autres maladies, dont la mortalité est restée telle. Donc, ces maladies, malheureusement, ont été par moments négligées. Bon, c'est la situation, en fait, qui nous a poussé vers cela, parce qu'on a eu à arrêter beaucoup d'activités communautaires au niveau du programme des maladies tropicales négligées, par exemple. On a dû reporter un certain nombre d'activités, comme par exemple le traitement de masse annuel, qui consiste à distribuer des médicaments aux communautés éligibles sur toute l'étendue du territoire pour lutter contre des maladies comme l'onchocercose, les géolmentièses et les schistosomoses. Mais il y a de cela 2 semaines quand même, le ministre de la Santé, à travers, lors d'une conférence de presse, a annoncé la reprise
beaucoup d'activités, dont celle dont je venais de parler. Je veux parler du traitement de masse. Beaucoup de programmes de santé publique ont, de manière globale, repris leurs activités dans le strict respect des mesures barrières. Et tout ça, ça va commencer très très prochainement. Certains ont même déjà commencé en fait. C'est déjà commencé dans le pays déjà? Oui, oui. Dans quelle région ça se passe? Parce qu'on a comme l'impression que ces choses-là se passent, mais on n'a pas finalement des informations. Hein. Vous travaillez quand même, mais on a peu d'informations concernant ces activités-là qui sont faites. Quand on dit que ces activités ont commencé, il ne s'agit pas forcément de la mise en œuvre finale, mais il y a beaucoup d'activités préparatoires. La phase préparatoire d'abord. Voilà, qu'il faut faire avant de mettre en œuvre ces activités proprement dites. Je crois qu'il y a quand même des campagnes de vaccination contre la polio ou bien contre la fièvre jaune également qui doivent démarrer dans les jours à venir. Parfait. Mesdames et messieurs, nous nous tendons vers la fin de cette émission avec notre invité. Je voudrais avoir votre avis. Après la reprise des cours, quel constat avez-vous fait au niveau de nos frères et sœurs en classe d'examen, en matière du respect de ces mesures barrières? Ça va dans l'ensemble? Si vous êtes demandé de noter ce qui se fait sur 10? Au niveau des élèves, pas quand même au niveau... Oui, au niveau des élèves, oui. Je ne peux me contenter que de ce que j'ai eu à voir dans les rues, parce que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'aller dans les établissements scolaires pour voir en fait comment se comportent ces élèves au sein des établissements. Alors, c'est de manière globale, on pourrait dire qu'il y a un respect de ces mesures au niveau de la plupart des élèves. Alors, c'est beaucoup plus le port de masque. C'est beaucoup plus sur le port de masque qu'on pourrait les juger dans les rues. Donc, ça va, je vois beaucoup d'élèves quand même porter ce masque et les enseignants devraient toujours, de manière continuelle, les éduquer pour qu'ils comprennent la raison essentielle pour porter ce masque. Ce masque, ce n'est pas juste pour se protéger, mais également pour protéger les autres. Pour se protéger les autres. Nous tendons vers la fin de cette émission de ce jour. En résumé, pour ce thème du jour, s'il faut ouvrir les frontières dans l'espace CEDEAO, il faut qu'il y ait la prise de certaines décisions, précautions pour éviter le pire. En substance, que peut-on avoir comme mesure phare qu'il faut adopter peut-être? Ce serait quand même de créer un système où tous les États communiquent sur les cas suspects ou bien les cas confirmés, identifiés au niveau des frontières. Il faudrait que l'accent soit beaucoup mis sur le partage d'informations. Par exemple, une personne testée positive qui arrive à fuir au niveau d'une frontière, l'information devait quand même arriver au niveau de toutes ces frontières pour qu'on s'attende à éventuellement trouver cette personne si la personne doit continuer son voyage dans le corridor, par exemple. Donc, en plus de cela, il faudrait que qu'un système de contrôle, que le système de contrôle au niveau des frontières soit vraiment renforcé. Là, il faudrait que les États arrivent à rendre disponible, ou bien à rendre effectif la faisabilité des tests sur place. Donc voilà quelques-unes des dispositions que je trouve vraiment fondamentales pour les États, des dispositions que ces États doivent adopter pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur ces maladies au niveau des frontières. Partage d'informations, système de contrôle qui doit être renforcé, et puis des tests sur place efficaces. Hein? Oui,
on pourrait, même si c'est pas le test le plus sophistiqué, ne serait quand même avoir un test qui permet de se faire une idée de la chose, parce que un premier test peut être positif, le second, le test de confirmation peut être négatif et vice versa. Donc il faudrait quand même qu'on arrive à adopter un test qui permet vraiment, dont la sensibilité et la spécificité sont assez bonnes pour pouvoir détecter à temps cette maladie. Merci, docteur Kwame Togbe. Vous êtes bien sûr médecin de santé publique, coordonnateur du programme national des maladies tropicales négligées au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous sommes comme ça à la fin de l'émission. Merci d'être passé. Non, c'est nous qui vous remercions de faire ce travail de sensibilisation vraiment extraordinaire, parce que sans vous, notre voix ne pourra point porter au niveau des populations, au niveau des communautés dans les endroits reculés du pays. Merci bien. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. C'est fini pour cette semaine en matière de Covid-19. À vos questions, on se retrouve demain dans le Monde en 7 pour parler d'autres sujets.